La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et ce soir, je suis en compagnie de Vincent. Bonsoir Vincent. Salut Kevin, il nous a fait faux bon. C'est pas un poisson d'avril, il est pas là. Oui, voilà, Guillaume est souffrant, donc on l'excusera. Non, à moins qu'il nous fasse une surprise. Ouais, voilà. Coucou, c'est moi. Mais donc du coup, oui, aujourd'hui 1er avril, donc on va avoir un programme un petit peu spécial, puisque on va commencer bien évidemment par les sorties de la semaine, puis ensuite nous allons donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière, en particulier 3 que sont Novocaine, Le Joueur de Go et Lire Lolita à Téhéran. On aura droit à un conseil télé et on va terminer l'émission avec un focus sur les nanars, ou on va dire les mauvais films en général. Mais qui c'est ce nanar? Qui c'est ce nanar? C'est Bernard, Gérard, c'est qui? Je crois qu'à la base, ça vient vraiment de quelqu'un qui s'appelait Bernard. Non, moi j'ai la définition de savoir. Ça va être intéressant de savoir ça. Mais donc du coup, on s'est dit pour le 1er avril, c'est peut-être le bon moment de parler de mauvais films et puis d'en rire surtout, et puis aussi peut-être de réhabiliter certains films qui sont connotés comme tels, alors que finalement... Puis on verra que la frontière est pas si grande que ça entre les nanars et les navets. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, on vous dira tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, on va quand même aussi commencer l'émission par rendre hommage à 3 personnes qui sont hélas décédées en fin de semaine. Fin de semaine et début de semaine. Voilà, on a eu donc le décès de Richard Chamberlain à l'âge de 90 ans. Tout à fait. Acteur que moi j'avais connu... Les oiseaux se cachent pour mourir. Tout à fait, que j'ai sans doute vu beaucoup trop jeune. C'est-à-dire. Moi, je ne regarde pas un grand souvenir, puis j'ai pas tellement regardé ça en fait. Mais bon, il était très très connu par rapport à ce feuilleton de 5 épisodes dans mes souvenirs. Avec une actrice française d'ailleurs, il y avait qui jouait aussi, non? Avec lui, il me semble. Alors l'actrice principale, c'était pas une actrice française, mais j'adore cette actrice. C'était Rachel Ward. Oui, c'est Rachel Ward. Voilà. Qui est magnifique, mais il y avait aussi Christopher Plummer, entre autres. Très bon acteur aussi. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une rediffusion incessamment sous peu, parce que c'est vrai que c'est un grand classique. C'est une bonne adaptation du bouquin en plus. Un homme d'église défroqué, c'est ça un peu. Voilà. qui termine bien finalement, à l'instar de beaucoup d'autres hommes d'église apparemment. C'est ça. Donc voilà, Richard Chamberlain qui est décédé à l'âge de 90 ans. On a aussi appris le décès de Bruce Glover à l'âge de 92 ans, qui, alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'était le père de l'acteur Crispin Glover qui jouait le père de Marty McFly dans Retour vers le futur. Ah, mais oui. D'accord, voilà. D'accord. Et puis on le connaît pour avoir joué l'un des méchants dans James Bond. Principalement par rapport à ce rôle-là, il me semble que les gens peuvent se le rappeler. Voilà. Monsieur Wint et Monsieur Kidd, les deux tueurs. Et lui, c'était Monsieur Kidd, il me semble. L'autre, c'est Monsieur Kidd. Oui, et Bruce Glover, c'était Monsieur Wint. Monsieur Wint. Voilà. Donc, qui étaient ces fameux tueurs très sous-entendu homosexuel dans Les Diamants sont éternels. Il y avait une touche d'humour quand même par rapport à ça aussi. Et puis je sais pas si tu te rappelles la fin de Feu, donc Bruce Glover, mais dans Les Diamants sont éternels. Il finit avec une bombe dans. Voilà. Et d'ailleurs James Bond, alias Sean Connery, dit je crois qu'il est parti la queue entre les jambes. Voilà, exactement. Voilà. Et non, c'était Les Diamants sont éternels. Et alors ce qui est très amusant, mais on en reparlera quand on parlera un jour des Diamants sont éternels, mais l'autre acteur, donc Monsieur Kidd, n'était pas du tout acteur, c'est un contrebassiste de jazz et c'est son seul rôle au cinéma, il a jamais rien fait d'autre. D'ailleurs tous les deux, ils ont un air un peu empoté, mais bon, c'est voulu, hein. Oui. Ça se rapproche un peu du nanar là quelque part. On va pas se cacher que c'est l'un des moins bons James Bond. On en reparlera quand on fêtera son anniversaire à ce film. Mais voilà, donc hélas le décès de Bruce Glover à l'âge de 92 ans. Et puis lundi on a appris le décès de Yves Boisset. Voilà, qui est une grande pointure quand même du cinéma. Réalisateur, on pourrait dire
avant l'heure, réalisateur de films de genre. De genre, et puis engagé, quoi. Il est très, très fortement engagé. On pourra noter Le Prix du danger avec Gérard Lanvin, Espion lève-toi avec Lino Ventura et Bruno Kremer. Alors, en fait, il a été assistant réalisateur, j'ai vu. Aussi beaucoup, oui. Pour pas mal de films assez connus, puisqu'il y avait quand même L'aîné des fers chauds, en 1963, en 1964, L'arme à gauche, en 66, Paris brûle-t-il. Oui. Donc voilà, c'est quand même. Et puis, je crois que son plus grand film, c'est quand même c'est Dupont-la-Joie. Voilà. Alors, je te cache pas que moi, je trouve qu'ils ont quand même un peu vieilli, ces films-là. Oui, je t'avoue que ça tombe bien parce que j'ai vu Espion lève-toi le mois dernier. Et alors que j'aime bien les films d'espionnage, c'est un film d'espionnage qui ronronne un peu. Voilà. Et ça tenait par je pense, la personnalité de Lino Ventura qui maintient le film tout le long, on va dire. Parce que même Le Prix du danger, que j'ai revu encore il y a pas si longtemps que ça, qui est une très très bonne satire, justement, des effets pervers de la télé, enfin de tout le tralala médiatique, on va dire, dans lequel on va sans doute peut-être tomber un jour. Je trouvais que la réalisation était un peu plan-plan, ça manquait un peu de sincérité dans Le Prix du danger qui avait été remaké non officiellement par les Américains avec Running Man et Arnold Schwarzenegger. Et d'ailleurs, ce Running Man va avoir droit à une nouvelle version en fin d'année, réalisée par Edgar Wright. Et c'était en fait un bouquin écrit par Stephen King. Tout à fait. Qui avait été, mais qui aurait plagié un autre auteur. En fait, décidément. Je sais pas si c'est pas le film plutôt. Non, je crois que c'est le film qui a été considéré comme étant un plagiat du Prix du danger. Tout à fait. Ouais. Et ça avait été écrit sous le pseudo de Richard Bachman, je crois, pour Stephen King. D'accord. Voilà, pour la petite histoire. Bon, voilà, donc on rend hommage à ces trois figures du cinéma et sans plus tarder, nous allons passer aux sorties de la semaine. Mon cher Vincent, quelle est la première sortie ? Alors, c'est Minecraft. Le film qui sera aux Toiles du Lac et au Pâté de Jared S avec Jack Black, Jason Momoa et Daniel Brooks. Et alors là, c'est bienvenue dans l'univers de Minecraft que les jeunes connaissent, plus que, à mon avis, les anciens, où la créativité est essentielle à la survie. 4 outsiders, Gareth, Henry, Nathalie et Dawn, sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface. Un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Pour entrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et le protéger de créatures maléfiques comme les piglins et les zombies, tout en s'engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité. On écoute un extrait. Dans la surface, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Donc ils ont construit tout ça? Ouais, la plus grande partie. Oh là! Ce truc-là comprend pas un mot de ce que tu lui dis. On discute. Voilà, donc alors je t'avoue que c'est pas mon univers à moi, mais bon, ça moi non plus. Je suis de la génération d'après, bien après, enfin bien avant plutôt. Mais non, oui, j'ai pas, je connais pas beaucoup cet univers-là. Au vu de l'abondance, on a l'impression de voir un ersatz de Jumanji. Voilà. Je t'avouerai que j'ai pas trop fait gaffe. On retrouve cette idée de joueur enfermé dans le jeu. D'accord. Jumanji qui était très très bien d'ailleurs, entre parenthèses. Ah oui. Mais les dernières versions aussi. Même les dernières versions étaient très drôles, ouais. Mais voilà, donc pourquoi pas ce Minecraft, le film. La question, et c'est toujours pareil, quand on a une adaptation de jeu vidéo qui n'est pas aussi populaire que par exemple un Mario ou un Tomb Raider, c'est est-ce que le film va réussir à suffisamment vulgariser son univers pour que un non-aficionados arrive à rentrer dedans et en même temps satisfaire l'expert avec des petits détails. C'est toujours l'entre-deux, mais on en reparlera justement dans le courant du mois d'avril, puisque exact. Nous ferons un focus sur les adaptations de jeux vidéo, parce que là aussi il y a du débat et on risque de retrouver des nanars aussi dedans. L'autre sortie, alors là, je vous avoue que ça parle un peu plus. Alors normalement, c'est pas de ma génération, mais ça me parle beaucoup.
C'est Natacha, presque hôtesse de l'air, qui sortira aux Toiles du Lac et au Pâté. C'est réalisé par Noémie Salio avec Camille Lou, Vincent De Dienne et Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini qui ne joue que le narrateur. Il y a aussi Didier Bourdon. Depuis sa tendre enfance, Natacha est bien décidée à devenir hôtesse de l'air afin d'échapper aux diktats d'une époque où la femme se doit de rester à la maison. Lorsque son rêve est sur le point de se réaliser enfin, elle se retrouve embarquée malgré elle dans une aventure incroyable à la poursuite des voleurs de la célèbre Mona Lisa. On écoute un extrait. Malheureusement, elle ne coche aucune case avec ses cheveux plats et ses 2 cm de trop. Avec ton père. Voilà, Natacha, presque hôtesse de l'air, que tu dois connaître. Là, tu veux dire que ça fait référence à la bande dessinée Natacha ? Eh oui, tout à fait. D'accord. Oui, évidemment, je connais. C'est Walter. Tout à fait. Qui est du coup là joué par Vincent De Dienne. Voilà. Et non, mais j'avais plus ou moins, j'avais inconsciemment fait le lien, mais j'avais pas vu que ça avait vraiment. Alors le problème, je pense que va avoir ce film, c'est que étrangement, cette bande dessinée, elle passait, il me semble, dans les Spirou ou peut-être dans les pilotes. Si, non. C'était Spirou. Spirou, il me semble. Spirou, ouais. Spirou. Le problème de cette adaptation, c'est que j'ai l'impression que quand j'en parle autour de moi, personne ne connaît cette bande dessinée. Alors je me dis comment ils vont réussir à trouver un public. En fait, à la limite, je te dirais peu importe, parce que ça suffit en soi. Ça fait, c'est pas vraiment, c'est un hommage peut-être rendu par rapport à ça, mais peut-être. C'est Walteri, hein, c'est ça. Je me souviens de Walter. Walter ou Walteri. Moi, c'était Walter. Je regarderai tout à l'heure. Mais dans mes souvenirs, tu me diras si je me trompe, j'avais pas souvenir d'une BD qui était si comique que ça. Si, c'était assez drôle. Quand même. C'était assez drôle. Il y avait des aventures qui tournaient effectivement autour du personnage principal, qui était Natacha. Oui, le vol ne se passait jamais. Le vol ne se passait jamais bien. Donc c'est peut-être la pire hôtesse de l'air. Non, c'était pas de son fait à elle. Oui, c'est vrai. C'est le pire pilote de l'air, voilà. Mais c'est peut-être la meilleure hôtesse de l'air. Le steward, d'ailleurs, qui était, je crois, dessiné. Je sais pas si c'était pas une caricature de l'auteur même ou du scénariste même. D'accord. Il me semble. D'accord. On regardera tout à l'heure, je te dirai. Autre sortie, alors là aussi une adaptation tout à fait curieuse. Le Routard. C'est ça ? Oui, tout à fait. Le Routard, donc, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Philippe Menchelen avec Hakim Djemili, Christian Clavier, décidément, et Michel Blanc. Donc, ça doit être une des dernières. C'est son dernier film. C'est son dernier film. Voilà. Donc, déjà, ça peut être remarquable ne serait-ce que par ça. Yann n'a qu'un seul rêve dans la vie, voyager. Alors, quand il entend dire que le fameux guide du Routard recrute des gens pour faire le tour du monde, il se présente immédiatement à l'entretien et se fait embaucher. Sa première mission, Marrakech. 40 adresses à vérifier en 5 jours. Mais Yann a oublié de mentionner un petit détail lors de son entretien. Il n'a jamais voyagé de sa vie. Ce qui lui semblait être au premier abord le meilleur job du monde va se révéler beaucoup moins idyllique que prévu. On écoute un extrait. Marrakech? Mais c'est pas vrai, sérieux? Qataraf Marrakech? Comme vous dites. Hop là! C'est pas grave si on arrive en retard, monsieur, c'est pas grave. Dis donc, toi, la gazelle myope, tu vas être bien au Bled and Breakfast, tu vas te régaler. T'as 40 adresses en 5 jours. Salam Roya, la baisse? Pareil. Souvenir Marrakech? Non, monsieur, ça va, j'ai besoin de... Ça a l'air drôle. Oui. Alors, j'avoue que l'idée de base était étrange, et puis finalement, le contre-pied de la comédie, pourquoi pas? Ouais. Non, puis en plus de ça, il y a le côté comique, puis ça tient quand même à rendre hommage à ce guide assez populaire. Ah ben oui, plus que populaire. Je pense que tout un chacun qui a fait un peu des voyages a dû mettre le nez ne serait-ce qu'une fois dans le guide du Routard, à mon avis. Ouais. Moi j'étais plutôt petit futé, je t'avoue. Ouais, c'est plus local, le petit futé. Oui, c'est pour te montrer à quel point je voyageais pas beaucoup au début. Tu pas beaucoup, d'accord, ok, j'avais pas compris. Et bref. Mais pourquoi pas, et puis donc du coup voilà, dernier film. J'espérais quand même que la bande-annonce va pas nous et pour le rythme et pour les gags ne va pas nous tromper ni sur le rythme et ne pas nous donner la clé de tous les gags, parce qu'il y a rien de plus moi je trouve pas très sympathique que de pas découvrir le film en définitive. Surtout pour une comédie, en effet.
Ozzy, La Voix de la Forêt, c'est un film d'animation qui sera disponible au Toile du Lac et au Pâté. C'est réalisé par Tim Harper. L'histoire de Ozzy, une jeune orang-outan qui est séparée de ses parents à la suite d'un feu de forêt. Elle grandit dans une réserve entourée d'autres animaux devenus ses amis. Mais un jour, guidée par son instinct, elle décide de partir à la recherche de sa famille. Dans sa quête, elle va découvrir la beauté de la nature, mais aussi les dangers qui la menacent. Ozzy se lance alors dans une incroyable aventure pour retrouver ses parents et sauver la forêt tropicale. Rien que ça, on écoute un extrait. Compagne, Tu es prête? je suis prête. Ah, c'est peut-être du poison. Je sens qu'on va rigoler. Continue, tu y es presque. Je viens avec vous. Voilà, donc petit film d'animation, les vacances approchant, c'est pas plus mal d'en sortir. Il y a quand même un sacré nombre de sorties, non? Ah oui, tout à fait. Encore une autre sortie, Fanon, qui sort seulement au Victoria, de Jean-Claude Barny avec Alexandre Bouillet, Déborah François et Stanislas Mérard. Franz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation, un biopic au cœur de la guerre d'Algérie où se livre un combat au nom de l'humanité. On écoute un extrait. Ce sont des hommes comme vous et moi. Mais comment vous voulez changer les choses ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens... Voilà, biopic assez intéressant d'un médecin méconnu. Pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Un film un peu, comment dire, drame, enfin. Oui, je pense, oui. Quand même. Sur fond de guerre d'Algérie. Oui, donc c'est pas très gai. En effet. Autre sortie, Cassandre, qui sera également co-cinéma Victoria, c'est réalisé par Hélène Merlin avec Billy Blin, Zabou Bretman et Éric Ruff de la Comédie Française. Ça se passe en été 98. À la campagne, Cassandre a 14 ans. Dans le petit manoir familial, ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances un petit centre équestre où elle se fait adopter comme un animal étrange. Elle y découvre une autre normalité qu'il extrait petit à petit d'un corps familial qui l'engloutit. On écoute un extrait. Tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Oh, mais t'as des poils. Oh, c'est bon. Eh, mais c'est pas bien de dormir en culotte, faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, Ferme les yeux, diaphragme... Voilà, donc au CM6, on dirait un film fantastique, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste une fille qui arrive à l'âge de la puberté, c'est tout. C'est curieux. D'accord. Autre sortie. Passage du désir, le secret de Manta Corridor, qui sort au Victoria et à l'Astrée, de Jérôme Foulon avec Muriel Robin, Anne Le Naine et Christian Eck. Alors c'est l'histoire de Lola Jost et Ingrid Diesel se lançant dans une enquête officieuse à la recherche de Louis Manta, le jeune shampooineur perdu de Lady Mba, la reine du salon, les féeries de Dakar. C'est long, là, comme... Elles sont loin de se douter du jeu de piste qui les mènera dans les abysses d'un site de plongée indonésien, Manta Corridor, où est engloutie une épave japonaise de la dernière guerre et son trésor convoité par les Frères du Feu, une confrérie néo-nazie. C'est Louis Manta qui a découvert ce site. Depuis, un tueur méthodique élimine l'un après l'autre les plongeurs de Manta Corridor qui étaient avec lui dans l'espoir de mettre le grappin sur le précieux GPS qui contient le secret du site mythique. Louis Manta sera-t-il la prochaine cible? On écoute un extrait. Non, il n'y a pas d'extrait. Ah merde. T'as envie de voir ce film? Non. Non, parce qu'il sortira pas au cinéma. Ah bon? 1er avril. Ah, je me disais aussi, c'est bizarre tout ça. Oui. Alors, par contre, pour la blague, c'est hélas un téléfilm qui existe pour de vrai. D'accord. Dont il a la réputation d'avoir un synopsis complètement lunaire. On parle de shampooineur, de confrérie néo-nazie, de trésor indonésien. Fallait quand même le faire. Ouais, ça me paraissait bizarre aussi, tous ces trucs un peu. Mais ça
existe. Donc, peut, sur Internet, vous pouvez retrouver ce téléfilm avec Noël Robin, mais fort heureusement, ça ne sort pas en salle. Autre sortie, par contre, du coup, c'est Lads qui sortira vraiment au Victoria demain. C'est réalisé par Julien Menanto avec Marco Lourachi, Jeanne Balibar et Marc Barbet. C'est l'histoire de Ethan, 17 ans, qui devient apprenti jockey dans une écurie d'obstacles, l'épreuve la plus violente du galop. Au contact des pur sang, il découvre le monde des courses, des paris et de l'argent. Sa passion grandit, sa frustration aussi. Courir pour gagner, mais toujours au service des autres. Bientôt, il devra choisir, transgresser les règles ou sauver sa peau. On écoute un extrait. Tu veux que je t'aide ? Ouais. Bon courage. Manque de pratique, mais la position est bonne. Dommage que ce soit une tête à claque. C'est toi qui as traité la patronne de connasse ? Qu'est-ce qu'il y a, t'es jaloux ? Si on cherchait des enfants de cœur, on changerait de métier. Voilà, du cinéma, on a des films sur les chevaux cette semaine. Ça n'arrête pas. Entre Cassandre et Lads. Voilà. Mais pourquoi pas ? Ça a l'air. J'ai vu la bande-annonce. Ouais, c'est assez intéressant. En tout cas, pour ceux qui aiment bien ce milieu-là, ça peut être pas mal, ouais, je pense. Oui, qui semble montrer les travers de ce milieu. Oui. Il y en a. Sans le montrer, sans l'idéaliser, quoi. Voilà, tout à fait. Autre sortie. The Grill au Victoria et à l'Astrée de Alonso Ruiz Palacios avec Raúl Briones, Rooney Mara et Ana Diaz. C'est le coup de feu dans la cuisine du Grill, restaurant très animé de Manhattan. Pedro, cuisinier rebelle, tente de séduire Julia, l'une des serveuses. Mais quand le patron découvre que l'argent de la caisse a été volé, tout le monde devient suspect, le service dégénère. Il n'y a pas d'extrait, mais c'est pas un poisson d'avril. Hein. Non, c'est un... Tu vas pas piéger deux fois. Non. Tu sais bien ce qu'on dit, c'est trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi deux fois, honte à moi. Non, The Grill, c'est un film américano-espagnol qui a l'air très intéressant. Puis je suis assez content de retrouver au cinéma Rooney Mara, qui était cette actrice qui avait joué également Lisbeth Salander et qui avait fait plusieurs films récemment. Carole avec Kate Blanchett, qui était un magnifique film sur une histoire d'amour entre deux femmes. Et là, j'avoue que ça a l'air d'être assez enlevé. C'est en noir et blanc. À part quelques éléments à l'image qui sont en couleur. Et puis généralement, j'aime bien les films qui se passent dans des cuisines. Donc voilà. Autre film qui sortira seulement à l'Astrée, c'est Deux sœurs de Mike Leigh avec Marianne Jean-Baptiste, David Weber et Michelle Austin. L'histoire de Pansy, qui est rongée par la douleur physique et mentale, et son rapport au monde ne passe que par la colère et la confrontation. Son mari Kurtley ne sait plus comment la gérer, tandis que son fils Moses vit dans son propre monde. Seule sa sœur Chantal la comprend et peut l'aider. Alors c'est un film qui a failli, je dis bien failli, parce que finalement il n'a eu aucune nomination, mais qui était en lice pour avoir quelques récompenses pour les Oscars, quelques nominations. C'était un drame américain apparemment de plutôt bonne qualité. Et puis du côté de nos amis Cinéphilex, un film Banzo, donc disponible au Victoria, réalisé par Margarida Cardozo avec Carlotto Cotta, Oggi Fortuna et Ruben Simoes. Ça se passe dans les îles de Sao Tomé et Principe en 1907. Le docteur Afonso vient refaire sa vie dans une plantation de cacao. Il doit soigner un groupe de serviteurs infectés par une maladie connue sous le nom de Banzo. Les décès se succèdent les uns aux autres sans que personne ne semble pouvoir rien y faire. Par crainte que ce phénomène ne soit contagieux, le groupe est envoyé sur une colline isolée au milieu de la forêt. Donc voilà le programme du côté de nos amis de chez Cinéphilex. Et on a fini pour les sorties de la semaine. Ouais, il y avait pas mal, chargé. Avec l'hécatombe en plus qu'on a eu. Passage du désir, que je vous conseille, à voir à domicile. Si le synopsis vous a donné envie, si vous avez compris quelque chose au synopsis, voilà. Surtout. Vu que nous sommes le 1er avril, je me suis dit qu'également nous allons consacrer nos pauses musicales de ce soir qu'avec des films tirés de nanar. Et donc on va commencer sans plus tarder par The Beginning is the End is the Beginning. C'est déjà rien que le nom, déjà ça va pas. C'est une chanson des Smashing Pumpkins et c'est tiré du film Batman et Robin. Est-ce un nanar? Est-ce que ce n'est pas un nanar? On en parlera en fin d'émission. Mais on va s'écouter cela avant qu'on parle de nos avis sur les films sortis la semaine dernière. On se retrouve tout de suite après. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com, mais je suis toujours en compagnie de Vincent. Bonsoir à tous, à toutes et à tous, pardon. Voilà, et donc après avoir évoqué les sorties de la semaine, nous allons évoquer nos avis sur les sorties de la semaine dernière de manière assez rapide, puisque le temps file, mon cher Vincent. Mais avant cela, on va rappeler quand même les quelques films qui nous... Et alors, ce qui est bien, et que ça montre que nous avions le flair, c'est que n'est disponible en salle maintenant que les films que nous avons conseillés. Ah ben, ça veut dire qu'on a un goût sûr. Voilà. C'est ça. Donc il y a toujours disponible Paddington au Pérou, L'attachement. Très beau film. Mickey 17, donc film de science-fiction. Le secret de Khéops avec Fabrice Lucchini de Barbara Schultz. Black Dog que tu as vu, que tu avais très bien apprécié, bien défendu la dernière fois. On ira. The Insider de Soderbergh, oui. Blanche-Neige, alors on n'a pas vraiment. Là, il est récent, hein, il est plus que récent, donc il a encore. Il est de la semaine dernière. Il va pas rester longtemps dessus. Mais bon. Il marche plutôt bien en France. Vermilio ou La mariée des montagnes. Voilà. Alors, on a des avis à vous donner quand même. Oui, sur trois films. Alors, j'ai vu Novocaine, donc le fameux film d'action du moment sur un héros qui a la particularité, c'est qu'il ne ressent pas la douleur. Alors, de base, on pourrait se dire, ouais, bon, ça va être une sorte de Deadpool un peu bas de plafond. Ce qui est amusant, c'est que le personnage ne ressent vraiment pas la douleur, mais il ressent même vraiment pas beaucoup de choses. Exemple typique, c'est qu'il a par exemple une alarme toutes les 3 heures pour aller aux toilettes, parce que sinon il ne peut pas ressentir qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Il a vraiment un gros problème neurologique. En quelque sorte, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai handicap pour le personnage, mais qui en devient une force, puisque du coup il va partir à la recherche des malfrats qui ont kidnappé sa copine toute récente, c'est-à-dire qu'ils ne se sont vus qu'un soir. Il est tombé raide dingue. Raide dingue amoureux. Et alors le film est assez enlevé, on va dire qu'il y a un plutôt bon rythme, il y a pas mal de séquences d'action réussies. Le problème, c'est qu'elles sont peut-être toutes dans la bande-annonce, c'est ça le gros problème. Et aussi, ce qu'on pourrait reprocher au film, c'est un film qui cherche peut-être à aller trop dans le sérieux, alors que vu le sujet, on pourrait dire lâche-toi un peu. Ouais, ils ont été un peu trop, ils sont un peu restés dans les sentiers. Ils sont pas sortis des sentiers battus, quoi. C'est ça, en fait, l'histoire, le personnage est plutôt amusant, mais l'histoire est très très sérieuse, et donc au final, il y a un manque de dérision, je dirais. Et par contre, c'est très 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 gore. Donc voilà, par exemple, à un moment, on va planter quelqu'un avec l'os du bras. Donc, je vous laisse deviner, il faut quand même que l'os du bras sorte. Donc, ce n'est pas réservé pour tous les publics. Mais voilà, c'est un film d'action sympathique. On passe un bon moment, mais... J'aime bien quand tu dis ça juste après l'anecdote de l'os du bras dont on sert pour tuer quelqu'un. Oui, voilà. C'est sympathique. Oui, c'est urbain. Voilà. Non, mais c'est printanier. Mais voilà, franchement, c'est pas inoubliable. Au moins, ça démontre que Jack Quaid, donc fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, peut tenir un premier rôle sans aucun problème. Mais voilà, c'est pas non plus très extraordinaire. Je vous conseille plutôt Le Joueur de Go, qui est donc un film de samouraï, qui raconte l'histoire d'un ancien samouraï, désormais vivant à la retraite avec sa fille, et il va être, obligé par les événements et pour sauver son honneur, de reprendre le sabre, de retrouver un homme en particulier qui serait peut-être l'homme à l'origine de la mort de sa femme. Donc voilà, on est vraiment loin du film de vengeance. Il y a un film de vengeance, mais on est vraiment sur... c'est ça qui est magnifique et que j'aime beaucoup dans les films de samouraï, c'est qu'on est vraiment sur l'honneur. Et comment on peut retrouver son honneur, comment on considère que son honneur a été bafoué. Et je trouve que c'est une question qui est souvent traitée dans les films de samouraï et qui est souvent très bien traitée. Et là, le personnage est assez passionnant dans ce domaine-là. Même la fille, parce que la fille va, d'une certaine manière, sans trop vous en dire, se sacrifier, non pas qu'elle va perdre la vie, mais elle va se sacrifier pour l'honneur de son père, et en même temps
peut-être perdre son honneur. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de toute façon, autour de l'honneur qui est très joli. L'honneur, ça sous-tend tous les... C'est le code moral quasiment... du samouraï. Voilà, incontournable du samouraï. C'est ce qu'on appelle le Bushido. Et d'ailleurs, Bushido. En anglais, ils sont pas embêtés. Le film ne s'appelle pas Le Jour de Go, ça s'appelle Bushido. Voilà, parce que... Mais alors, le jeu de Go, c'est un peu plus subtil, alors du coup. C'est un peu plus subtil. Et alors, je n'ai rien compris. C'est assez compliqué, ouais. Mais le film réussit à rendre les parties palpitantes, et c'est le principal. J'ai eu l'impression de voir une sorte de Casino Royale, c'est-à-dire qu'on comprend pas trop ce qui joue au poker dans Casino Royale, mais on est quand même à fond dans les parties. Et là, c'est à peu près pareil. On comprend pas ce qui se passe dans le jeu de Go, mais on est quand même à fond. C'est un jeu qui est aussi tactique que peut l'être les échecs. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut, voilà. Moi, je connais que de manière comment dire, très éloigné, comme voilà. ça. Mais c'est vrai que c'est assez passionnant, et le film est très réussi et retrouve cette âme de vieux film de samouraï. Donc foncez si vous êtes intéressé, c'est du très bon. Et puis le dernier film que je vous conseillerais cette semaine, c'est Lire Lolita à Téhéran, qui est un film de Eran Riklis, qui est un réalisateur israélien et qui a tourné un film avec des actrices iraniennes, Golshifteh Farahani ou encore Zahra Zarami. Sauf que ça a été tourné en Italie, parce qu'évidemment, certes, ça se passe à Téhéran, mais ils ne peuvent pas tourner à Téhéran sur ce genre d'histoire, donc ils ont tourné tout en Italie. Et ça se voit pas du tout, hein. C'est impressionnant. Moi, quand j'ai lu ça à la fin, que c'était tourné en Italie, j'étais là. C'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma. Et c'est comme les tours de magie. Moi, j'aime pas savoir les trucs parce que justement, ça casse un peu après l'ambiance. Vaut mieux le savoir après voilà, finalement. Faut pas le savoir avant. Et Lire Lolita à Téhéran, du coup, c'est l'adaptation d'un bouquin qui est lui-même tiré d'une histoire vraie, du coup, d'une professeure universitaire qui débarque à Téhéran, qui revient à Téhéran en 1979. Au moment de la chute du Shah, pensant que la révolution allait apporter énormément de choses, et hélas, comme beaucoup d'Iraniennes à ce moment-là, elles se voient confrontées à la charia et finalement à leur liberté bafouée. Et du coup, on suit ce groupe de femmes dirigées du coup par cette professeure qui va leur faire découvrir des livres interdits que sont par exemple Gatsby le Magnifique, Orgueil et Préjugés, ou encore Lolita, tout simplement. Et alors, le film est très réussi parce qu'on voit tout l'aspect dur de la population iranienne, ce qu'ils ressentent pendant cette révolution-là, et également se rendre compte que la révolution a fermé plus de choses qu'on en a ouvertes. Et il y a une très belle scène, par exemple, où elle est assise sur un banc et elle voit plein de magasins fermés. Et la caméra va tourner finalement autour d'elle, et les magasins, comme par magie, vont rouvrir avec des gens heureux, tout ça. Donc il y a vraiment une vibration nostalgique qui est assez touchante, assez belle. Et puis c'est un très beau film aussi sur oui, puis qui colle sans aucun doute à l'actualité, malheureusement de plus en plus préoccupante dans ces pays-là. Exactement. Et comme dans beaucoup d'autres endroits d'ailleurs, mais bon. Et du coup, on suit beaucoup de destins de femmes très jolies. Alors le seul souci, je dirais, c'est que peut-être qu'on se focalise trop sur le personnage principal. Donc la professeure jouée par Golshifteh Farahani, et que du coup ces élèves, on a peut-être une scène par-ci par-là où on va voir que leurs vies sont dures, mais leur histoire n'est pas assez développée, je dirais. Limite, j'ai l'impression que ce film aurait mérité une série plus qu'un film, tu vois, en termes de durée. Et le seule particularité aussi que j'ai trouvé curieux en termes de narration, c'est que le film est coupé en 4 parties. Chaque partie a le nom du livre qu'elle a étudié à ce moment-là, donc c'est intéressant. Mais par contre, en termes de chronologie, la partie 2 se passe après la partie 3. Donc du coup, on a vraiment une partie en 79, une partie en 95, on revient en 88, d'accord, et après on va en 96. Oui, c'est pas chronologique. Et en termes de narration, je comprends pas. J'avoue que ça doit être comme ça dans le bouquin, mais je comprends pas l'intérêt. Ce n'est pas dérangeant, mais c'est vrai que du coup, peut-être que ça vient casser peut-être une dynamique. Que je trouve dommage. Mais voilà, c'est vraiment un très beau film que je vous conseille. Il est encore au Victoria, il est seulement au Victoria. Et si vous êtes intéressé, si vous avez lu le livre, je pense que l'adaptation est à la hauteur. Voilà. Ok.
Conseil télé, alors, conseil télé assez rapidement, mais dès ce soir, en fait, il y a La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, un film de 1958 avec Gabin, Bourvil, De Funès et la fameuse réplique. Jambier. 145 rue Poliveau, Jambier. Je veux 1000 francs. Donc voilà, ça c'est ce soir. Donc pour ceux qui souhaiteraient le voir ou le revoir éventuellement. Sinon, moi je m'étais porté sur un film plutôt ludique qui s'appelle Le Retour de la momie, qui a été fait en 2001 de Stephen Sommers. C'est pas un grand film, mais c'est un film très enlevé, avec beaucoup de répliques sympathiques et marrantes, des effets spéciaux, voilà. Alors oui, il y a un effet spécial affreux à la fin. Oui, mais en fait, moi je trouve que ça passe. Moi je suis assez bon public à ce niveau-là, parce que je préfère le premier. Alors le premier était très très bien évidemment, mais le deuxième me choque moins. C'est plus le troisième qui est moins. Qui est raté, qui est tout simplement raté. Ouais, parce que c'est un peu trop, c'est un peu du rajout, mais oui, encore. Et puis on y perd finalement que ça devient. Et en plus, bon, dans les acteurs, il y avait Brendan Fraser avant qu'il soit diminué, comme on le sait, enfin diminué ou augmenté, plutôt le pauvre. Il avait eu pas mal de problèmes de santé, et puis tout à fait. Ça lui avait. Et c'était à une meilleure époque pour lui, ça c'est sûr. Et il y a Rachel Weisz qui joue dedans, qui est une formidable actrice et très belle actrice d'ailleurs. Fan de Daniel Craig dans la vraie vie. Et il y a celui qui joue le rôle de la momie, je trouve, qui est assez bluffant, c'est Arnold Vosloo. Alors on ne connaît pas beaucoup, mais il a fait que ça de bien, hélas. Bah oui, mais en fait il a vraiment un rôle très inquiétant et assez crédible d'une momie sans rien enlever du comique des situations, je trouve, et c'est assez bien. Et donc ça sort sur Gulli le jeudi 3 avril à 21h. Et tu as oublié qu'il y a l'apparition pour la première fois au cinéma d'un acteur désormais très connu. C'était Dwayne Johnson, The Rock, qui jouait la fameuse momie du roi Scorpion. Effectivement, j'oubliais pas de le dire, mais tu m'as coupé l'herbe sous les pieds. Et je pensais qu'on n'avait pas trop le temps en plus d'en parler, puis qui donnera lieu d'ailleurs à toute une saga, propre à ce personnage-là qui est le roi Scorpion. De pas très très bonne qualité, on va se l'avouer. Non, après il y a les amateurs du genre, donc voilà. Voilà, disons que le premier était intéressant et après les suites étaient des films sortis directement vidéo. Mais en ce qui concerne la momie, donc il y en a eu 3, le dernier étant l'Empereur Dragon, la tombe de l'Empereur Dragon avec Jet Li. Voilà. Et Rachel Weisz, qui n'a pas voulu interpréter le rôle, a été remplacée par Maria Bello. Maria Bello. Maria Bello. Oui. Pas Mario Bella. Mais Maria Bello. Maria Bello. En effet. Non, mais un jour, on en parlera de cette saga de la momie, même si moi, pour le coup, je suis un vieux de la vieille, mais je préfère la momie des années 30, moi. J'aime bien ce côté avec Boris Karloff enlevé, où il y a beaucoup d'humour, je trouve, et on rigole beaucoup avec des scènes d'action qui sont quand même assez crédibles. C'est sans doute les meilleurs ersatz d'Indiana Jones. Tout à fait. Eh ben voilà pour les conseils cinéma, donc 3 films de Novocaine, Le Jour de Go, Lire Lolita à Téhéran, et côté télé on vous conseille La Traversée de Paris et Le Retour de la momie. On va se faire une deuxième pause musicale avant de consacrer notre focus ce soir au nanar, au navet, au mauvais film, histoire de leur rendre hommage à ces pauvres oubliés. On fera la différence quand même. Hélas, pas trop oublié, hélas. Et du coup, pour continuer dans cette vibe 1er avril, film comique raté, on va s'écouter Baila Morena de Zucchero, qui est une bien meilleure chanson que le film dans lequel il a été utilisé, puisque c'était Les Bronzés 3 amis pour la vie. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Toute la vie locale, c'est sur Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 91.fm, radiograndlac.com. Et après avoir parlé des sorties de la semaine, après avoir évoqué nos avis sur les films sortis de la semaine dernière, il est désormais temps de consacrer notre temps d'émission au focus. Et 1er avril oblige, on s'est dit, on va peut-être parler de mauvais films. Parler des nanars. Alors, tu m'as trouvé la définition de nanar, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce qu'en fait, ça vient d'une ancienne expression au milieu du 19e, qui veut dire, qui est panard.
en fait, qui signifie en fait vieillard. En fait, ça serait une vieillerie sans valeur. D'accord. Et donc on a fait redoubler la deuxième syllabe et ça a donné son nom à effectivement un nanar. Mais comme on disait là, il y a une frontière qui est assez mince entre les nanars et les mauvais films, on va dire. C'est un film nul, un nanar, effectivement, mais c'est pas, à mon sens, un mauvais film. C'est pas comme un navet, parce qu'un navet c'est ennuyeux, c'est mal fait, etc. Le nanar c'est plutôt amusant quand même. Il y a un côté un peu plus. Il y a un côté que c'est tellement mauvais que ça en devient amusant et du coup divertissant. Voilà. Et il y avait à une époque des films qui se revendiquaient, à mon avis, très sincèrement nanar, sans en avoir honte en définitive. On parlait des films de Max Pécasse. Voilà. Il y avait alors les titres, je me rappelle plus très bien. Et alors, Mon cul est chez les nudistes, Mon cul est chez les Thaïlandaises. Voilà, il y avait tous ces séries là. Effectivement, c'était la grosse rigolade, quoi, on va dire. Voilà. La grosse franchouillade pour le coup là. C'est ça. Mais c'est vrai que les nanars, généralement, il y a des films. Peut-être le temps leur a donné raison au final, puisqu'il y a certains films qu'on considère comme nanars. On pourrait dire que voilà, par exemple, figurez-vous que est considéré comme nanar Armageddon avec Bruce Willis, qui est certes un film qui est pas du tout finaux et qui a un postulat de base certes très idiot, c'est-à-dire d'emmener des gens qui travaillent sur une plateforme pétrolière dans l'espace. Dans la vraie vie, personne ne le ferait. Mais en même temps, c'est un sujet de science-fiction, donc on s'en fout un peu. Voilà. Mais c'est vrai que ça prête à sourire. Mais au final, c'est vrai que c'est un blockbuster maintenant qui est encore très efficace. Ça peut devenir un nanar aussi par les incohérences du scénario, avec des choses qui sont complètement aberrantes, qui se retrouvent, et puis de manière un peu, redondante aussi. Sûrement. Ouais. Donc j'ai préparé une liste, un petit florilège de nanars. Alors Guillaume voulait parler hélas il n'est pas là ce soir, il voulait parler de Over the Top, qui est pour lui un nanar. C'est un film qu'il aime bien. Moi j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même un nanar dans le côté c'est ce combat avec ce bras de fer et puis ce personnage qui change de mentalité parce qu'il change le sens de sa casquette. C'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Mais en même temps je trouve que Stallone a quand même un statut d'acteur quand même intéressant et oui, bien sûr. Et donc il recrédibilise quand même ce truc qui aurait pu être effectivement à mon sens un véritable nanar, mais ça l'est pas complètement justement. Ça l'est pas complètement. De par son action, son rôle. Je t'avoue que j'avais vu il y a tellement longtemps. Je trouve que c'est touchant parce que il fait, je crois, si je me souviens bien, il fait avec son gamin, pour son gosse, gamin, pour récupérer de l'argent parce qu'il est un peu, c'est un camionneur, mais bon. Et comme ça va lui permettre de pouvoir, et puis aussi qui brille devant son enfant, quoi, qui puisse être admiré de son fils. De son fils. Autre nanar, il y a le fameux Batman et Robin, avec George Clooney, avec Là, je suis assez d'accord. Arnold Schwarzenegger. Alors, c'est ça qui est curieux, c'est que, gamin, parce que je crois que c'est le premier film Batman que j'ai vu enfant, je le trouvais génial. Ensuite, il y a eu la période où j'ai réalisé, où j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait un peu grotesque, en fait. Et maintenant, en fait, je suis passé à un stade supérieur. C'est que maintenant, je vois le film et je me dis, mais en fait, le film a été écrit pour être une comédie, en fait. Quand tu vois les gags, quand tu vois, et en fait, tu te dis, mais non, mais c'est un nanar, mais il a été conçu pour être un nanar. Et c'est un contre-pied absolument honteux. Parce que tout le monde y allait pour voir un grand Batman et tout ça. Alors là, je pense que là, c'est un plantage total, à mon avis, parce que évidemment, ils voulaient pas être dans le registre nanar, mais ils y sont tombés. Et je pense qu'il y a aussi un aspect qui a fait, si je me souviens bien, les tenues et les costumes étaient plus que kitsch. Oui. Et on avait des gros plans sur les fesses de George Clooney quand il mettait son costume. Et puis je crois que donc Schwarzenegger jouait quel rôle? Jouait le Mr. Freeze. Mr. Freeze. C'était pas très bon goût. Avec aussi, des grands dialogues où il disait je vais jeter un froid. Encore ça me fait rigoler. Avec Batman qui lui répond Freeze, t'es givré. Enfin voilà, c'était. Mais c'est pour ça que vraiment on sent que même dans les dialogues, c'était en fait il a saboté son propre film, c'est fait exprès. C'est un film de Schumacher d'ailleurs. Ouais.
Tout à fait. Pas le pilote de Formule 1. Maintenant qu'on en parle, j'ai des films aussi qui me viennent en mémoire. Ce sont tous les Trinitas avec Bud Spencer et Terence Hill. D'une certaine manière. Et moi, je trouve quelque part, ça frise le nanar. Là. Même sans dire les Trinitas. En général, les films Bud Spencer et Terence Hill, ça virait dans le grand n'importe quoi. C'est vrai, il n'y avait pas que Trinita. Les deux flics à Miami. C'était exactement ça. Enfin, deux super flics à Miami. Ça se voulait ouvertement tarte à la crème aussi. Voilà, et tarte dans la gueule. Et puis tarte dans la gueule aussi, avec Bud Spencer. On pourrait noter aussi en nanar, il y avait Belphégor avec Sophie Marceau. Ça, c'était bien raté. Mais ça, c'est vrai qu'on est plus dans le registre du navet que de nanar. Oui. C'est pas très drôle. C'est pas très drôle, non. C'est ennuyeux, c'est vraiment la définition du navet, quoi. C'est juste simplement ennuyeux, quoi. Il y a aussi les suites Highlander, parce que Highlander, moi pour ma part, Highlander, c'est très mal vieilli, il faut reconnaître aussi. Le premier film, tu trouves? Même le premier, mais le premier passe encore. Mais moi, j'avoue que j'adore le premier Highlander. J'adore aussi. C'est un film que je ne peux pas me lasser de voir et revoir, mais parce que l'histoire est fascinante. Mais alors, le 2. Le 3, ça va encore. Mais le 4 et le 5, mesdames et messieurs, le 5, c'est une abomination monumentale. Déjà, il n'y a plus Christophe Lambert dans le 5. Mais alors, c'est vraiment affreux. C'est peut-être dû aussi, justement, aux suites qui sont un peu pompeuses et qui veulent absolument faire et qui finissent par tomber dans le créneau nanar, quoi, justement. Parce que quand on voit certains Rocky ou certains Rambo, il y en a certains dans les 3, 4 ou je sais plus combien qui sont effectivement pas d'une grande qualité à mon sens et qui peuvent presque prêter à sourire. Donc, voilà. Par exemple dans Rocky, on pourrait dire Rocky 4 qui dans sa construction ne peut pas être considéré comme un bon film parce que le film enchaîne les moments de clip avec juste on voit le Rocky s'entraîner avec une musique, on va voir Rocky conduire avec une musique. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de clips. D'une grande subtilité, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est fort avec la saga Rocky, c'est que même si ce Rocky 4 est peut-être faible, déjà il reste ultra divertissant et puis il a marqué son époque. Mais dans sa saga, ce qui est fort avec l'écriture de Stallone, c'est qu'il a réussi à rendre chaque film légitime. Et au final, le fait que ce 4e volet soit comme ça concorde avec la période que vit son personnage. C'est-à-dire de célébrité absurde, où c'est quasiment devenu un super-héros. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est réussi avec la saga Rocky. Là où la saga Rambo, moi j'aime beaucoup le premier, le 2 et le 4, mais par exemple le 3, il me fait beaucoup rire, mais il y a vraiment des répliques. Moi, la plus grande réplique l'une des plus grandes répliques du cinéma, elle est de Rambo 3, c'est au moment où Trotman est retenu en otage et que le colonel russe lui dit « Où sont les missiles ?» Et lui dit « C'est pas Rocky, c'est Rambo. Oui, j'ai dit Rambo 3. Rambo 3. Et il fait « Où sont les missiles ?» Tout près. Où ça ? Dans ton cul. Enfin, voilà, c'est amoureux de la poésie. Bonjour. Voilà, tout à fait. Mais je trouve, en fait, il y a certains acteurs qui sont affiliés au registre nanar quand même, parce que quand on pense à Aldo Macione, par exemple. Oui. Comment c'était il y en a pas mal comme ça. Mais moi, je me rappelle plus les titres. Vous m'appelez beaucoup. Il y avait aussi Galabru quelque part qui a joué dans pas mal de films qui peuvent être considérés comme des nanars. Il faut dire c'est que Galabru il a fait 200 films, donc forcément il peut pas être forcément bon. Et puis déjà d'ailleurs lui-même ne s'en cachait pas, quoi. Il était pas là train de dire qu'il avait fait que des chefs-d'œuvre, loin de là d'ailleurs. Non. Et puis ne serait-ce que dans les gendarmes à Saint-Tropez, c'est un peu nanar aussi quelque part. Il y a un petit côté nanar. Les derniers. Sur les derniers, parce que les premiers, c'était des très bonnes comédies. Mais c'est vrai que le gendarme et les extraterrestres, on a atteint où tu. Ouais. Non, stop. Mais oui, par exemple Chuck Norris. Ouais, là on est dans le nanar. Steven Seagal. Souvent, hélas. Il y avait Chuck Norris avait la fameuse réplique dans un de ses films, je sais plus, il lui disait vous mettrez pas les pieds là. Je mets les pieds là où je veux et c'est souvent dans la gueule. Oui, je mets souvent les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Ouais. Non, Chuck Norris, Steven Seagal, même Delon a fait des nanars. Alors là, je suis assez surpris là par contre. On peut parler par exemple du Jour et la nuit, un film avec Delon, Ariel Dombal, réalisé par Bernard-Henri Lévy. Ah ouais, mais là il s'est fourvoyé. Qui est réputé
réputé pour être très 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 mauvais. Non, mais là, et puis un autre film qui est... Qui l'a vu ce film? Hélas, je pense il y a des gens qui l'ont vu par curiosité. Oui. Il y a un autre film également, c'est Le Passage, réalisé par René Manzor, qui est le frère de Francis Lalanne. Voilà, et qui avait fait la musique. On se rappelle de la musique. Et d'ailleurs, c'est peut-être qu'on va la passer ce soir. Mais René Manzor, qui était pourtant un réalisateur intéressant, qui avait fait un 3615 Code Père Noël, qui était un Maman, j'ai raté l'avion avant l'heure, et particulièrement sombre, puisque le Père Noël était un tueur en série. D'accord. Et du coup, cet enfant se retrouvait dans cette grande maison tout seul face à ce tueur qui voulait le tuer. Voilà. Ah, c'est pas une comédie, oui. Là. Pas du tout. On est presque dans le registre horrifique. C'est un film que je vous conseillerais à voir si vous êtes amoureux du cinéma de genre. Mais voilà, Le Passage, c'était complètement raté avec Alain Delon qui, jouait un dessinateur et qui est malmené par la mort, qui est toujours sa grande faux, mais qui a aussi des ordinateurs et des écrans. Enfin voilà, c'était absolument raté du début jusqu'à la fin. En autre nanar, on pourrait dire que côté super-héros, on avait eu Superman 4, qui était vraiment pas bon du tout. Pas terrible, ouais. Catwoman avec Ali Berry. Alors, Ali Berry est très bien dedans. Catwoman, c'était pas si mal que ça, parce que c'est sauvé par Alberi, sûrement. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je me suis focalisé sur Alberi. Oui, c'est peut-être pour ça. Ouais, moi aussi. J'ai vu beaucoup trop jeune. Mais quand on est réfléchi 2 secondes, c'est vrai que... une héroïne qui est fascinée par l'herbe à chat, quand même écrit par les pieds, quand même, sous ça. Non, mais là, ça devient ridicule, mais est-ce que c'est pour autant un nanar? Je suis pas sûr. Bah oui, parce que ça devient drôle, parce que quand on voit le truc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que aussi, ça serait pas, il y a, tu sais, les films série Z, tu sais, on parle des films série Z, c'est aussi, il y a pas mal de nanars dans les films série Z, hein. Exactement. En autre film, il y a Les Dents de la Mer 4. Tu te souviens-tu des Dents de la Mer 4? Ou quand pas même, vraiment, non, parce que je crois que je suis pas allé jusque là, parce que moi j'avais gardé un très bon souvenir des Dents de la Mer, et pour moi je voulais pas rester, alors que il a quand même vieilli, hein, il faut reconnaître, mais non, je trouve qu'il y a une intrigue qui est quand même assez intéressante. Le premier est excellent, et c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal après à faire des suites, à voir des suites sur des films qui m'ont bien marqué, parce que je veux rester sur une bonne impression, justement. Alors Les Dents de la Mer 4, il y avait quand même Michael Caine dedans. Et en fait, l'histoire, c'est le personnage de la veuve du personnage de Roy Scheider dans le premier film, qui, du coup, décide de déménager et part vivre en Afrique du Sud, en Jamaïque. Et en fait, le requin la poursuit. D'accord. Voilà, c'est le requin qui a une conscience, qui poursuit du coup sa proie. Ça va loin. Là. Et ça va très très loin. Et on avait dit un jour à Michael Caine, pourquoi vous avez accepté de faire ce film? Il a dit, parce que grâce à ça, j'ai acheté une maison à ma mère. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Tout à fait. Mais voilà, donc on voulait rendre hommage à ces nanars. J'ai vu que tu avais mis les 4 Fantastiques, mais c'est les... Alors c'est une histoire très curieuse, c'est les 4 Fantastiques de 1994. Alors c'est avec quel... Alors, il n'y a pas d'acteur connu. Et il faut savoir que ce film a été produit par Roger Corman. Roger Corman, producteur réputé. Mais en fait, ce film a été produit pour conserver les droits. Et donc, il a véritablement fait consciemment un film fauché, sans que l'équipe en soit au courant, et qu'en fait le film était prévu pour ne jamais sortir. C'est là toute la perversité de la chose, mais hélas, nous avons désormais valu qu'il sorte pas, quoi. En gros, nous avons désormais accès au film grâce à Internet, et nom de Dieu, qu'est-ce que c'est affreux. C'est vraiment quand on pense que c'est sorti 1 an après Jurassic Park, quand vous voyez les effets spéciaux, c'est absolument à pleurer. Et c'est absolument hideux, affreux. On peut même extrapoler sur les films qui n'existent pas et dont on sort les affiches, dont on parle des scénarios, on dit que tel acteur y a joué, serait pu, si jamais ils avaient vu le jour, peut-être qu'ils seraient devenus des nanars en puissance, tout à fait. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, dans les marchés du film qu'on voit à Cannes, il y a toute une partie de films tout à fait conventionnels, réussis, mais il y a tout un pan où là, on est vraiment dans le cinéma série Z, où on voit les Sharknado, Sharktopus, enfin voilà, qui ça en fait sont des nanars, mais que je n'aime pas considérer comme véritablement nanars parce que ils sont faits comme tels.
C'est-à-dire que le réalisateur de base veut faire un mauvais film. C'est assumé, quoi. Voilà. Sinon, t'as tous les films aussi, on n'a pas parlé, des films des arts martiaux asiatiques, qui, alors là, pour le coup, ça prête plus qu'à sourire et à rigoler, quoi. Disons que oui, il y a eu des nanars. Même avec Bruce Lee. Alors, à la Bruce Lee, mais sans Bruce Lee. Oui. Mais il y a même un des derniers, enfin, je sais pas, il y a certains films de Bruce Lee. Alors, bon, il se distingue avec les chorégraphies, effectivement. Moi, je t'avoue que j'adore tous les films de Bruce Lee. Le problème, c'est qu'il y en a. Moi, j'aime beaucoup aussi parce que c'est un peu mon époque aussi. Oui, puis il y en a que 4. Ça sortait. Donc c'est vrai que 4 de son vivant. Il y a un 5e, Le Jeu de la mort, qui certes est un très mauvais film, mais qui a ces quelques rares séquences qui avaient été tournées de son vivant qui sont réussies. Mais oui, tout à fait. Le cinéma d'exploitation des arts martiaux a donné lieu à de gros nanars. Généralement, d'ailleurs, que ça commençait par Ninja. C'était pas bon signe. Il y en a eu un paquet comme ça. Flic contre Ninja, Ninja Cop, Ninja Futur. Enfin, voilà. Oui, j'ai dû en voir, mais je me rappelle plus du tout. Alors pour le coup, ils m'ont pas laissé de souvenir. Effectivement. Et puis il y avait aussi le Baltringue avec la gaffe, qui est un vrai nanar pour le coup. Il y avait cru, mais ça a pas fait. C'était un film dont la réputation était dingue, c'est que les salles de cinéma étaient vides, mais vides de chez vide. Et le film, je crois, est resté en salle que pendant une semaine, quoi. C'est un des plus gros bides, je crois. Bon, conclusion, moi je pense qu'on peut être on peut être le con de quelqu'un, on peut être le nanar. Il y a forcément un nanar de quelqu'un. C'est ça. Ce qui est bien avec le terme nanar, c'est qu'il y a un côté attendrissant. Et oui, voilà, c'est ça. Voilà. On n'est pas méchant avec le film. Voilà. On va garder un regard bienveillant là-dessus et c'est ça. Plutôt comparé drôle au navet. et plutôt amusé. Tout à fait. Et bien voilà, c'est tout pour l'émission de ce soir. Donc nous avons consacré au nanar. La semaine prochaine, nous reviendrons sur un focus beaucoup plus sérieux que je ne vais pas dévoiler, puisque si jamais l'actualité... là oui, faudrait bien... Parce que c'est quand même un peu l'hécatombe en ce moment. Hélas, souvent début d'année, hélas. Mais voilà, donc nous allons vous laisser là-dessus. Puis vu que du coup on en a parlé, le passage avec du coup Alain Delon, la musique était très bien. La musique était très bien. C'était Francis Lalanne. On se retrouvera sans doute son seul tube. On va pas se mentir. Et on va se quitter là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et surtout, allez au cinéma. Ciao, ciao.